Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette rétrospective de l'année 2025. Mais d'abord, voici les titres. Face à l'agression rwandaise qui avait pris une dimension exagérée au début de l'année 2025, avec la prise de la ville de Goma, la population quinoise s'était soulevée et a attaqué les ambassades et les missions diplomatiques. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait prononcé son discours quant à c'est pour calmer les esprits et dénoncer l'agression rwandaise dont la RDC était victime depuis les dernières décennies. Cette situation avait poussé les confessions religieuses, Senko et SCC, d'entamer une série de consultations avec toutes les couches de la population dans le cadre du pacte social pour la paix. Une démarche visant à trouver une solution qui puisse permettre le retour d'une paix durable. En justice, il faut retenir plusieurs dossiers ayant captivé les mémoires des Congolais. Le procès de l'ex-président Joseph Kabila, qui était accusé et condamné pour espionnage et haute trahison, une première dans l'histoire de la RDC. L'ex-garde des Sceaux Mutamba a été accusé et condamné pour détournement des fonds publics par la Cour de cassation, malgré qu'il clamait toujours son innocence. Mutamba a été condamné par sa propre justice. En diplomatie, on note la rencontre historique du président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha autour de la médiation qatari, une étape importante pour la paix dans la région des Grands Lacs. Au mois de novembre, Kinshasa a accueilli deux visites de haut niveau, celle du président israélien Isaac Herzog et celle de l'émir du Qatar en perspective de la recherche de la paix. L'attention du peuple congolais et du monde entier a été fixée sur la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de l'administration Trump, bien que la situation sur terrain a continué à s'aggraver dans l'est de la République démocratique du Congo. La population quinoise garde un mauvais souvenir de l'année 2025, dont les plus diluviennes qui se sont abattues sur la capitale congolaise au mois d'avril avaient causé des dégâts et des pertes en vies humaines, laissant des milliers de familles sans abri. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde. Bienvenue. Nous ouvrons cette rétrospective de l'année avec le mois de janvier dans la page liée à la sécurité face à l'agression rwandaise qui avait pris une dimension exagérée au mois de janvier avec la prise de la ville de Goma, Bukavu. Pour ne citer que celle-ci, plusieurs marches ont été organisées ici à Kinshasa. Des attaques avaient été perpétrées contre les ambassades ainsi que les missions diplomatiques. Suite à ces attaques, le responsable de la territoriale avait suspendu toute marche afin de stopper cette hémorragie. Reportage. Alors que la partie orientale du pays reste secouée, le mois de janvier 2025 a été mouvementé dans la capitale congolaise avec de grandes manifestations de protestation contre l'agression rwandaise le 28 et le 29 janvier. La capitale congolaise avait laissé derrière elle un climat de paix et une reprise timide des activités au centre-ville après des troubles et des mouvements de colère déclenchés par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Plusieurs magasins et supermarchés le long du boulevard du 30 juin ainsi que sur l'avenue Lukusa étaient restés fermés malgré l'appel du gouverneur Daniel Bumba demandant au public d'évacuer librement à ses occupations. Les ambassades et certaines missions diplomatiques ont été des cibles précises du public qui a manifesté sa colère. Aux côtés des édifices cités, les supermarchés SK Mondiba a également été attaqué. Toutes les marchandises ont été emportées, des vitres cassées, des déchets de marchandises traînant au sol et le magasin a été endommagé. Après ces incidents, à l'ambassade du Rwanda, des travaux ont été lancés pour réparer les dégâts causés. Du côté de l'ambassade de la France, un dispositif de sécurité a été mis en place afin d'éviter tout débordement. Ces actes ont été condamnés par l'opinion publique et d'autres acteurs. On est déterminé, pas question de cesser le feu. Suite à des incidents, des appels ont été lancés par certains exhortant les chefs de l'État à prendre des mesures adéquates pour que la paix règne dans la partie orientale du pays. Chef de l'État,
Pour limiter les dégâts à l'époque, le chef de l'exécutif provincial Daniel Bumba avait ordonné la suspension de toutes les manifestations dans la ville de Kinshasa. Une décision corroborée par le gouvernement central appelant à poursuivre tout individu impliqué dans des émeutes par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il convient de rappeler que ces émeutes avaient visé certaines missions diplomatiques à Kinshasa que la population accusait d'opacité ou de compromission avec le Rwanda, principal agresseur de la RDC. Et alors que les violences faisaient rage contre les ambassades accréditées en République démocratique du Congo, les Congolais attendaient avec impatience les discours du président de la République le 30 janvier plutôt. Félix Tshisekedi prendra la parole dans un discours diffusé sur les antennes de la chaîne nationale congolaise pour apaiser les esprits de tous les Congolais. Revenons sur ce discours du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'appelle donc la nation entière. Seule l'adresse du chef de l'État pouvait apaiser les esprits au mois de janvier après la prise de la ville de Goma et l'avancement de la rébellion de l'AFCM 23. D'un ton ferme, Félix Tshisekedi avait prononcé son discours à la nation pour calmer les tensions et assurer la population que la souveraineté du pays ne pouvait être vendue. Dans son discours, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait dénoncé la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine face à la détérioration de la situation sécuritaire du pays. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Dans la même adresse, Félix Tshisekedi avait lancé un appel à la jeunesse à mettre son énergie au service de la nation. À la jeunesse congolaise, le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Ainsi, Félix Tshisekedi lancera un appel à la résilience et surtout à la résistance. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette situation confuse avec l'avancée de la rébellion de M23 avait mis la RDC au centre de la responsabilité tant au niveau interne qu'au niveau externe. Et comme vous le savez, le début de l'année 2025 avait été marqué par la prise de la ville de Goma au Nord Kivu. 2 janvier, Nanga et sa rébellion appuyée par l'armée rwandaise avaient envahi une partie du territoire national. Cependant, la situation devenait très préoccupante. L'opposant Martin Fayulu avait lancé un appel public à l'intention de Corneille Nangaa pour qu'il dépose les armes et cesse de participer à la balkanisation de la RDC. Revenons sur le propos de Martin Fayulu dans cet élément. Le début de l'année 2025 a été marqué par l'intensification de la situation sécuritaire dans l'est du pays, 3 décennies après les différentes atrocités. Corneille Nangaa et sa rébellion, appuyée par l'armée rwandaise, avaient envahi une partie du territoire national depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Alors que les tensions montaient, l'opposant Martin Fayulu, ancien candidat à la présidentielle de 2023, avait lancé au mois de février dernier un appel public, notamment à l'intention de Corneille Nangaa pour qu'il dépose les armes et cesse de participer à la balkanisation et au massacre en RDC, tout en exhortant le coordonnateur de ces mouvements rebelles à privilégier la paix pour l'intérêt national. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part des responsabilités dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Le leader de la coalition Lamuka avait interpellé la classe politique face au danger de la balkanisation de la RDC, invitant Félix Tshisekedi à soutenir sans réserve la proposition de la Synco et SCC d'un dialogue national. L'initiative congolo-congolaise que nous qualifions de processus de Kinshasa, proposée par la Synco et l'SCC, constitue une opportunité historique pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays.
Cet appel était intervenu dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du Congo. Comme à son habitude, Martin Fayulu avait déjà critiqué l'inaction et l'influence de groupes armés tout en appelant à un sursaut national. Et toujours en ce mois de février, Joseph Kabila avait mis un terme à son silence longtemps observé en s'exprimant dans une tribune sud-africaine des Sunday Times. Par cette occasion, l'ancien président de la République avait mis en garde l'Afrique du Sud qui comptait intervenir militairement en République démocratique du Congo afin de s'attaquer à l'agression rwandaise sans pour autant aborder les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC. Revenons sur ces faits marquants. Au mois de mars dernier, dans une tribune publiée dans le journal sud-africain de Sunday Times, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait mis terme à son silence longtemps observé. Dans cette tribune, Joseph Kabila avait mis en garde l'Afrique du Sud qui comptait intervenir militairement en RDC afin de s'attaquer à l'agression rwandaise sans aborder les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC et critiquant la mauvaise gouvernance de son successeur Félix Tshisekedi. Cette sortie de Joseph Kabila avait provoqué de vagues réactions à Kinshasa, soulignant son souhait d'une solution politique plutôt que militaire à la crise. Pour Kabila, les élections tenues en décembre 2025 violaient les cadres juridiques et des normes internationales. Le résultat de ces élections avait, selon lui, amplifié l'illégitimité du pouvoir de Kinshasa et faisant du président actuel le maître absolu du pays. Dans cette tribune, Joseph Kabila avait dénoncé les reculs démocratiques orchestrés par le régime actuel avec comme effet musellement de toute forme d'opposition politique, intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire, ainsi que l'exil forcé de politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux. L'ancien chef de l'État critiquait implicitement la gestion de la crise par les autorités congolaises qui, selon lui, évitaient de traiter les causes profondes du conflit. Cependant, il plaidait pour une approche plus large impliquant de réformes internes et une meilleure coordination avec les acteurs régionaux et internationaux. Ces déclarations survenaient alors que la situation dans l'est de la RDC continuait de se détériorer. Le M23, soutenu par le Rwanda, avait intensifié ses offensives, s'emparant de plusieurs zones stratégiques et provoquant des déplacements massifs de population. La prise de position de Joseph Kabila marquait son retour sur la scène politique et proposait une lecture différente du conflit. Son message avait relancé le débat sur la nécessité d'une solution plus inclusive et efficace pour ramener une paix durable en RDC. Les échanges entre les leaders religieux et politiques autour de la situation sécuritaire qui prévalait dans l'est du pays avaient captivé l'attention du public au mois de février 2025. Après l'appel à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État congolais, les églises catholiques et protestantes avaient initié quant à elles des consultations auprès des leaders politiques et acteurs clés du pays pour discuter d'un projet de sortie des crises. Faisons le point sur ces consultations dans cet élément. L'an 2025, une année trop agitée sur le plan sécuritaire, surtout dans la partie orientale du pays. Le mois de février a été marqué par des échanges de leaders politiques et religieux autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Après l'appel à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État le 30 janvier 2025, lors de son discours à la nation, l'Église catholique et celle protestante avaient initié les consultations afin de présenter la feuille de route pour la sortie de crise. La journée du 4 février 2025, une séance de travail avait réuni autour d'une table le leader religieux face au président de la République, une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo afin de changer sur la situation sécuritaire et humanitaire alarmante. Dans la suite du cardinal, s'est trouvée une délégation conjointe de la SANCO, de l'Église du Christ au Congo SCC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SANCO, le révérend pasteur André Bokundua, président de l'SCC, de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, et le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'SCC. Ce chef religieux avait à cette occasion présenté et remis au chef de l'État Félix Tshisekedi un projet de sortie de crise, une feuille de route donnant la lumière sur le voie à prendre pour arriver au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région de Grand Lac. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé.
de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui, nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention. Interrogé sur le silence de prince d'église sur l'agression, le prélat s'était défendu de s'inscrire dans la posture de rapprochement de partis, tout en lançant un message à l'endroit de la population de Goma. Et après avoir rencontré le chef de l'État, l'ECC Lasanko avait poursuivi la démarche cette fois-ci en rencontrant les acteurs clés du pays. Parmi les figures emblématiques qui ont été consultées, on peut citer l'opposant Martin Fayulu, qui était le tout premier à recevoir le chef religieux pour discuter sur la même feuille de route. Une initiative qui avait été accueilli avec intérêt par l'opposant et leader politique Martin Fayulu, tout en faisant les observations et donnant ses contributions. Après l'opposant Martin Fayulu, le 6 février, le sursaut national collectif politique réunissant les acteurs de l'opposition et de la société civile qui s'opposent au projet de révision de la Constitution avait également été consulté par le leader religieux. Parmi ses opposants, l'on pouvait voir la présence remarquable de Délice Sanga aux côtés d'Ados Ndombasi et tant d'autres acteurs de la société civile autour d'une table. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire des consultations auprès des acteurs sociopolitiques dans la perspective de l'appel lancé en urgence par les deux églises catholiques et protestantes. Les collectifs avaient à son tour contribué pour l'amélioration de propositions faites quant à la feuille de route présentée par l'Église, affirmé à l'époque Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Sanko. Et plusieurs faits avaient marqué le mois de mars, avril, mai et juin. En mars, il y a eu consultation initiée par le professeur Eberhard, mais aussi la question épineuse de savoir qui avait financé les prélats catholiques dans leur démarche, mais également au mois de mai, il y a eu la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais nous citerons aussi par cette rencontre de Tshisekedi et Fayulu pour former les camps de la patrie et pour parler de tous ces événements. Nous recevons sur ce plateau Esther Yamoumé. Esther Yamoumé, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Ben Israël Toumba. Commençons par les consultations politiques qui ont été annoncées par le professeur Eberhard ici à Kinshasa. Alors il faut retenir que les consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi en mars ont marqué une étape importante pour la stabilité de la RDC. Ces échanges auraient ouvert la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale symbolisant la recherche d'un consensus face aux défis politiques et sécuritaires du pays. Edouard Chama nous fait revivre ces moments forts de l'année 2025. Sur le plan politique, le mois de mars a été dominé par les consultations initiées par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans un contexte d'agression rwandaise et de crises sécuritaires persistantes dans la partie est du pays. Objectif affiché, rassembler les forces sociopolitiques autour d'un esprit d'unité nationale et jeter le base d'un gouvernement d'union nationale. Démarrées le 24 mars, ces consultations ont été conduites par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Casimir Kolongele Eberhard. Une démarche censée ouvrir un large cadre de dialogue politique mais qui n'a pas suscité l'adhésion de tous. Sans grande surprise, les principales figures de l'opposition avaient décliné l'invitation du président de la République. Une exception toutefois, l'opposant et ancien Premier ministre Adolphe Muzito, dont les récentes prises de position laissaient déjà entrevoir un rapprochement avec le pouvoir en place. À ses côtés, d'autres acteurs moins connus du grand public, à l'instar de Moïse Omonidela et de Jeannot Lompempe, cadre du PPRD, avaient répondu à l'appel. Dans les faits, plus de 90% des participants provenaient de la majorité présidentielle, chacun défendant les intérêts de son courant politique. Au cours de ces échanges, certaines voix s'étaient fait entendre. Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et figure majeure de l'Union sacrée, avait plaidé pour une démarche plus inclusive, insistant sur la nécessité d'un dialogue prioritaire avec les acteurs directement impliqués dans les conflits qui ravagent l'Est de la RDC.
Tshisekedi. De son côté, l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, leader de l'opposition républicaine et président du parti Nojek, avait exprimé des réserves sur la formation d'un nouveau gouvernement. Il a proposé le maintien de l'équipe Soumino 1 élargie à de nouvelles personnalités jugées compétentes. À l'issue de ces consultations, le conseil spécial devait remettre son rapport au président Félix-Antoine Tshisekedi dans le jour suivant la clôture de la démarche. Restait alors une question centrale de savoir si cette initiative déboucherait-elle réellement sur la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale voulu par les chefs de l'État comme un levier face aux défis sécuritaires dans la partie est de la République, une séquence politique clé restée au cœur du débat de l'année. Et puis la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha avait marqué une étape importante pour la paix dans la région de Grand Lac. Cet échange avait réaffirmé l'engagement de dirigeants en faveur d'un cessez-le-feu. Edouard Chama revient sur cette rencontre. En mars, tous les projecteurs étaient braqués sur Luanda, en Angola, où devait se tenir de pourparlers directs entre la République démocratique du Congo et la délégation du M23. Des discussions très attendues, mais qui n'auront finalement pas lieu sur fond de méfiance persistante et des promesses sans réelle confiance entre le parti. Dans la soirée du même jour, les ministères angolais des Affaires étrangères publient un communiqué laconique. Les négociations prévues le mardi 18 mars à Luanda entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame n'avaient pas eu lieu en raison d'événements de force majeure. Mais pendant que Luanda retient son souffle, c'est à des milliers de kilomètres de là, à Doha, au Qatar, que se joue une autre séquence. Contre toute attente et dans le plus grand secret, les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se rencontrent sous la médiation de l'émir du Qatar. À l'issue de cette rencontre surprise, les deux chefs d'État réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils s'accordent également sur les modalités de mise en œuvre des engagements déjà pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. À signaler qu'il s'agissait de la toute première rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade des violences dans l'est de la RDC, marquée notamment par la prise des villes de Goma et de Bukavu depuis le 27 janvier par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Une rencontre discrète mais hautement symbolique, restée comme l'un des temps forts diplomatiques de l'année 2025. Et c'est vrai, mais aussi le mois d'avril était marqué par cette question épineuse de savoir qui avait financé les démarches des prélats catholiques, mais aussi les pasteurs de l'ECC. Alors, Ben Israël, il faut retenir qu'après leur tournée dans la sous-région, dans le cadre du pacte social pour la paix, une controverse a eu lieu entre l'ECC et la SYNCO sur la provenance du financement de tous leurs voyages. Cette problématique a discrédité leur démarche auprès de l'opinion publique. Le détail dans ces commentaires de Julia Camonia. La crise sécuritaire et surtout la prise des villes de Goma et Bukavu ainsi que de certaines localités dans l'est du pays avaient suscité l'implication des églises catholiques et protestantes pour apaiser la situation. La SYNCO et l'ECC avaient entamé leur tournée dans quelques États de la sous-région, voire en France, dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, un programme ambitieux visant à sortir le pays des conflits armés et politiques qui ont miné la stabilité de la région. Après les consultations locales et les voyages à l'étranger, une question pertinente a été posée au sein de l'opinion publique: d'où proviennent les financements de tous ces déplacements? Une divergence d'opinion s'était fait jour. D'un côté, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SYNCO, avait affirmé avoir bénéficié du soutien de l'Angola, de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda dans leur démarche des pactes sociaux pour la paix. Il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Ben oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre
initiative salutaire. Cette assertion a été rejetée par les pasteurs Éric Senga, secrétaire général de l'Église protestante, soulignant que les propos de Monseigneur Moutiba avaient été mal compris et parfois mal interprétés. Ce qu'on appelle soutien, ça commence par les protocoles déjà au niveau de l'aéroport. Ça, ce n'est pas qu'au Rwanda, nous n'avons jamais reçu une enveloppe et surtout par rapport à notre propre autonomie en tant que telle, nous ne souhaitons pas que ça soit... Bien que les éclaircissements aient été fournis, la démarche de la SANCO-ECC autour du pacte social pour la paix avait perdu toute crédibilité au sein de l'opinion. D'aucuns ne pouvaient cautionner l'acceptation par les duos SANCO-ECC d'être financé par le Rwanda, un pays agresseur qui occupe illégalement des terres congolaises et massacre les Congolais. Et le mois d'avril 2025 a été marqué par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Kinshasa, causant de pertes en vies humaines et laissant de milliers de familles sans abri. Julia Kamwanya nous retrace le fait. L'an 2025 a été l'une des années les plus désastreuses pour les Kinois. Les pluies diluviennes qui se sont abattues entre le 4 et le 5 avril dernier ont causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Presque tous les quartiers de la capitale, marqués par une urbanisation anarchique, ont été dévastés par les eaux des pluies. Par conséquent, la rivière Djili est sortie de son lit, entraînant des inondations dans plusieurs quartiers, dont Petro-Congo, Kingasani, Ndanu, Salongo, Kingabwa, des bonhommes et d'autres zones environnantes. D'après les bilans, 33 morts ont été enregistrés et des milliers de familles se sont retrouvées sans abri. De plus, la montée des eaux a coupé la circulation sur la route nationale numéro 1, principal axe routier de la capitale, reliant les centres-villes à l'aéroport international d'Indjili, ainsi que dans de nombreux quartiers voisins. Plusieurs initiatives d'urgence ont été prises pour évacuer les populations sinistrées, notamment celles résidant dans les quartiers les plus touchés des districts des Moamba et de la Tchangu, vers les sites d'hébergement de l'Institut Lumumba situé à la 17e rue Limité, ainsi que le stade Tata Raphaël. Après leur installation dans ces sites, le président de la République, accompagné de la première dame et de tous les membres du gouvernement, a effectué des visites de reconfort afin d'encourager les sinistrés et les rescapés, saluant l'élan de solidarité manifesté par la fondation Denise Nyakero, qui a apporté plus de 200 matelas, ainsi que par d'autres personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées dès les premières heures du sinistre. Ainsi, le président Tshisekedi a instruit les membres du gouvernement qui l'accompagnaient à prendre des mesures appropriées en faveur de ces sans-abri. Il faut retenir que les inondations à Kinshasa sont causées par une combinaison des pluies diluviennes, les blocages des systèmes de drainage des eaux usées, l'urbanisation anarchique et incontrôlée, ainsi que les manques d'infrastructures adéquates pour la gestion des eaux pluviales, exacerbant un problème chronique lié à une mauvaise gestion urbaine et environnementale. Et ce mois d'avril, Pape François de l'Église catholique était mort. Comment a été passé cet événement? Bien sûr, au mois d'avril dernier, le monde entier était plongé dans une consternation à la mort du pape François. Revenons sur cette actualité dans ce commentaire de Julia Kamwanya. Le monde se rappelle encore de la disparition du pape François qui avait rendu l'âme le 21 avril dernier suite à un AVC à l'âge de 88 ans après 12 années à la tête de l'Église catholique universelle. Cet événement soudain avait plongé l'humanité entière dans la consternation, surtout l'Église catholique qui a une appréhension particulière de sa sainteté, le Père. Le décès de sa sainteté avait suscité des réactions à travers le monde. Pour sa part, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi avait rendu un hommage solennel à la mémoire de ces grands serviteurs de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant de foi, d'humilité et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Jusqu'à ces derniers instants, le pape François a porté haut les valeurs évangéliques, invitant l'humanité à bâtir un monde de concorde et de solidarité. À l'en croire, ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Orbi, ont toujours porté une attention spéciale à la République démocratique du Congo, invoquant la paix et la réconciliation pour notre nation. Sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 demeure un moment historique, empreint d'espérance et de communion.
À cette occasion, son cri prophétique « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC » a résonné comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. Et le mois de mai était marqué par plusieurs faits, mais entre autres aussi la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Parle-nous de cet effet, Esther. Bien sûr, contre toute attente, le sénateur à vie Joseph Kabila avait vu ses immunités levées au mois de mai après un examen approfondi par la commission spéciale mise en place par la Chambre haute du Parlement. Revenons sur ces faits avec Bosco Kabamba. Bien que chef de l'État regrette souvent dans ses sorties de divorce entre le CACH et l'FCC, Félix Tshisekedi n'avait cessé d'accuser l'ancien président de la République, Joseph Kabila, d'être l'acteur principal de la rébellion de l'AFCM 23, un mouvement insurrectionnel créé pour déstabiliser le pays. Alors que ce mouvement prenait une autre allure, sentait une forte menace, Joseph Kabila avait été accusé devant les instances judiciaires. Mais avec son statut de sénateur à vie, le processus légal devait être suivi pour la levée de ses immunités. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qu'un ancien chef de l'État élu soit renvoyé devant une juridiction militaire. Cette décision fait suite au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire qui avait sollicité des poursuites contre Joseph Kabila pour des faits qu'elle estime graves, participation à un mouvement insurrectionnel avec l'AFC, trahison et implication présumée dans des crimes de guerre. Ayant saisi la Chambre haute du Parlement pour la levée de ses immunités, une commission spéciale avait été aussitôt mise en place pour examiner ces réquisitoires. Malgré l'invitation officielle lui adressée le 19 mai 2025 à son domicile de la commune de la Gombe, l'ancien président n'avait pas répondu, a noté la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dossier. C'est au cours de la session convoquée pour étudier les rapports de la commission après sa demande reformulée à la plénière de la levée de ses immunités. Les speakers de la Chambre haute avaient, au cours de la dite plénière, accordé la parole à Joseph Kabila pour sa défense. Convenu pour le vote à bulletin secret sur le non-assis parlementaire ayant pris part au vote 88, soit 91,66%, se sont prononcés pour la levée de ses immunités et les poursuites du sénateur Joseph Kabila. Notons que, dans sa résolution, la Chambre haute avait rappelé que son rôle ne consiste pas à juger du fond du dossier, mais à examiner si les faits reprochés ont un lien avec le fonctionnement parlementaire. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, les articles 149 et 151 de la Constitution, le Sénat ne saurait interférer dans l'action de la justice. Les immunités parlementaires ne protègent pas la personne, mais la fonction, conclut la résolution affirmant que Joseph Kabila devra désormais répondre de ses actes devant la justice militaire dans le respect strict de la légalité. Et après une vive tension entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de la poursuite de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans le dossier Boukangalonzo, l'essor de ces derniers a été scellé par une condamnation à la prison. Le détail dans cet élément de Bosco Kabamba. Les sujets sur la levée des immunités de Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la RDC, a été la base de plusieurs interprétations au sein des institutions. La Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, chacune, avait donné l'interprétation de sa manière. Cette discorde entre les deux institutions avait poussé le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, à adresser une correspondance à la Chambre basse tout en évoquant l'article 151 de la Constitution sur la procédure en cette matière, car le dossier avait déjà dépassé la phase préjuridictionnelle, c'est-à-dire que Matata était déjà déféré devant son juge naturel dans l'affaire de Boukangalonzo. Malgré tout, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, va choisir lors d'une séance plénière de mots forts contre Dieudonné Kamuleta. En quelle qualité, lui, peut interpréter la loi? Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. Quelques jours plus tard, soit le 20 mai, une audience devant fixer le sort de Matata Ponyo a été convoquée par la Cour constitutionnelle pour dire le droit dans cette affaire qui a coulé l'encre et salive.
Les éléments constitutifs de l'infraction de détournement de fonds publics portant sur la somme de 156 millions de dollars à l'encontre d'Augustin Matata Pogno étant établi, la Haute Cour fixera les esprits en ces termes. On ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré, le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. Il s'est dénoté que la décision de la Haute Cour interdisait à Matata le droit de vote durant 5 ans et aussi la confiscation immédiate de ses biens mal acquis. Et juste un mois après la mort du pape François, et notre pape avait été élu par l'Église catholique, qu'en est-il de cet événement, Esther Yamoume? Bien évidemment, après le décès du pape François, l'Église catholique romaine a eu un nouveau souverain pontife au nom de Léon XIV. Revenons sur son élection dans ses commentaires. Le mois de mai dernier avait apporté une joie après la mort du pape François. Après un moment, il avait fallu 4 fumées noires pour connaître les successeurs du pape François décédé le 21 avril dernier. Âgé de 69 ans, l'archevêque américain Robert Francis Prévost a été élu le 267e souverain pontife de l'histoire de l'Église universelle. Sa toute première apparition en public après son élection a été un sujet d'émotion et accueilli avec volupté. Premier pape originaire des États-Unis, natif de Chicago dans l'Illinois, le cardinal Robert Francis Prévost a été ordonné prêtre en 1982 à l'âge de 27 ans et avait obtenu un doctorat en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Ces religieux augustins avaient longtemps été missionnaires au Pérou avant d'être appelés à Rome par François en 2023 comme préfet du directeur pour les évêques. L'élection du nouveau souverain pontife renforce l'image d'une église réellement universelle. Il est le 4e pape d'origine non italienne depuis Jean-Paul Ier, après des pontifes venus d'Argentine, d'Allemagne et de Pologne. Dans un discours plein d'espoir et de détermination, le nouveau souverain pontife avait lancé jeudi 8 mai un appel vibrant à la paix. Dans un communiqué publié, le président Tshisekedi avait salué l'appel du souverain pontife à une église humble, fraternelle et tournée vers les périphéries du monde, soulignant qu'il y avait une résonance particulière pour son pays, la RDC, terre des foi vivantes. Et pour poursuivre avec le mois de juin qui était marqué par plusieurs événements, entre autres aussi la rencontre du président Félix Tshisekedi ainsi que Martin Fayoulou qui est président de l'opposition. Il y a eu cette rencontre, Esther Yamoume, qu'en est-il de cette rencontre? Alors que la situation sécuritaire s'est intensifiée, l'unité nationale devrait être préconisée. Au mois de juin, l'opposant Martin Fayoulou avait opté pour rencontrer le président Félix Tshisekedi pour parler de la RDC. Il s'était également attaqué à Kabila et à Nanga. Ces souhaits de Fayoulou avaient été acceptés par le président de la République. Reportage. Ils étaient tous ensemble dans l'opposition, mais les élections de 2018 les avaient séparés. L'opposant Martin Fayoulou avait dans son adresse du 2 juin dernier émis le vœu de rencontrer le président Félix Tshisekedi car le pays faisait face à l'agression rwandaise. Monsieur Tshisekedi, je veux vous voir. Cette adresse du leader de la Mouka avait appelé à faire preuve de l'hymne national de la RDC. Par la même occasion, il avait invité Joseph Kabila à quitter la ville de Goma. Monsieur Kabila, je vous exhorte de quitter Goma. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. En réaction, la présidence de la République avait salué le patriotisme de Martin Fayoulou et avait affirmé sa disponibilité de le rencontrer. Quelques jours plus tard, les deux anciens alliés s'étaient finalement rencontrés. Le président de la République
Dans leurs échanges, les leaders de la Mouka avaient appelé à la création d'un camp de la patrie afin de faire face à l'agression rwandaise. Pour Martin Fayulu, la solution à la crise, c'était le dialogue de Kinshasa. Cette rencontre avait permis aux leaders de la Mouka de rappeler au chef de l'État les soucis de rencontrer les évêques catholiques de la Senko et le pasteur de l'ECC en vue d'aboutir au processus de Kinshasa tel que voulu par les camps de la Mouka. Après sa rupture avec l'IDPS, l'ancien bras droit de Tshisekedi, Jean-Marc Kabunda Kabund, avait décidé de créer la coalition de la gauche. Jean-Marc Kabunda Kabund avait ainsi appelé à la rupture avec le passé et avait proposé un dialogue à deux niveaux. D'abord entre les Congolais et deuxièmement l'ouverture avec les autres pour un retour total de la paix. Regardez. Après la rupture entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabunda Kabund, ce dernier avait mis en place une coalition dite de la gauche congolaise pour contraindre le pouvoir en juin dernier. Lors du lancement officiel au Salon Rouge de la salle Chaubeuse, l'ancien bras droit de Félix Tshisekedi avait salué dans son mot d'ouverture la bravoure de ses partisans qui avaient su braver la peur face au pouvoir en place. C'était une occasion pour Jean-Marc Kabund de décrire la philosophie de ce courant. La CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. Nous sommes l'antisystème par excellence. Kabund, avec un œil critique sur les politiciens du pays, avait dénoncé tous les abus qui font réfléchir les Congolais. L'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement avait exprimé les ambitions de cette coalition tout en précisant les objectifs à atteindre une fois au sommet de l'État. Dans les jours à venir, la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. La République démocratique du Congo étant confrontée à divers conflits d'ordre sécuritaire, Jean-Marc Kabunda Kabund envisageait déjà un dialogue en deux phases, d'abord entre les Congolais eux-mêmes à travers le processus de Kinshasa, puis les dialogues directs avec Kinshasa et Kigali afin d'œuvrer efficacement pour le retour d'une paix durable. Et avant de terminer avec vous, Esther Yaboumé, il y a eu aussi, toujours dans ce mois de juin, la démission du Constant Mutamba, qui était en même temps ministre de la Justice et Garde. Bien sûr, Ben Israël, alors qu'il était poursuivi par sa propre justice, Constant Mutamba n'avait qu'une option, celle de démissionner et laisser place à la justice de faire son travail. Le président de l'opposition républicaine avait présenté sa démission dans une lettre adressée au président de la République à qui il avait réitéré son attachement. Regardez. Son combat l'avait coûté cher. Constant Mutamba, jeune ministre actif, a été sujet d'un long procès qui l'avait conduit à son déclin et l'effet a été éteint. Avant sa comparution devant les instances judiciaires, Constant Mutamba avait officiellement présenté sa démission de ses fonctions de ministre de la Justice. Dans une lettre de 4 pages adressée au président de la République, l'ex-garde des Sceaux avait exposé les raisons de sa décision, invoquant un complot politique orchestré, selon lui, par Kigali et impliquant certains compatriotes. Dans cette correspondance, Mutamba avait insinué que ce complot visait à freiner les réformes judiciaires et à désorganiser la réponse gouvernementale face à l'agression rwandaise. Pour lui, ces attaques visaient non pas sa personne, mais l'élan patriotique et les efforts de réforme qu'il incarnait. Les divergences entre Mutamba et les corps judiciaires dataient de longtemps. Déjà mi-mai, soit le 20, alors qu'il séjournait au Tanganyika pour l'inauguration du bâtiment de la justice à Kalimi, une folle rumeur avait envoyé la toile faisant état d'un prétendu détournement de quelques millions de dollars du projet de la construction d'une prison à Kisangani. 3 jours après, soit le 23 mai, Mutamba atterrira à l'aéroport de Njili où ses militants et sympathisants l'attendaient pour un accueil digne de son rang malgré les contextes très tendus.
Certaines ONG de droits de l'homme, en l'occurrence la ZADO de maître Jean-Claude Katende, avaient apporté leur soutien au Mineta dont la levée des immunités était sollicitée par les PG près la Cour de cassation. Un peu plus tard, soit le 26 mai, Mutamba réunira ses sympathisants au bâtiment de la justice où il prononcera un discours au cours duquel il défiera les corps magistral, insinuant ne pas se présenter au bureau du PG à qui il reprochait aussi les détournements dans l'achat d'une parcelle en Europe. Le huis clos se décréta lors d'une plénière où le sort de Mutamba devrait être connu. Au travers de cette commission pilotée par le député national Meshak Mandefou, l'équivoque a été levé et tout de suite s'ensuivra le vote au Parlement souhaitant l'autorisation de poursuites judiciaires contre le ministre Mutamba. Alors que cette demande faisait les débats dans le salon politique, une deuxième a été introduite par le même PG de la Cour de cassation le 30 du même mois, sollicitant la levée de ses immunités, et c'est après 2 rendez-vous d'instruction dans son cabinet. Un débat s'invita à l'Assemblée nationale entre le pro-Mutamba et le pro-Mvondé. Dans cette cacophonie, soit le 5 juin, une correspondance a été adressée par l'Assemblée nationale mettant en accusation les 2 responsables des institutions, soit le président de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour de cassation, d'être à la base d'un présumé détournement de fonds alloués pour le paiement de magistrats nouvellement recrutés dont le montant était évalué à 7 millions de dollars américains. La demande du parquet étant entérinée, Mutamba n'avait que 24 heures pour déposer sa démission à sa hiérarchie, dont la première ministre. Voilà le début d'un grand procès historique de ministre de la Justice jugé par sa propre justice. Voilà Ben Israël, les actualités qui ont marqué le mois de mars, avril, mai et juin. Merci à vous, Esther Yamoumi. Merci. Nous poursuivons cette rétrospective de l'année avec le mois de juillet, août, septembre. Au mois de juillet, il y a eu procès de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi la publication du gouvernement Souminouadé au mois d'août. Également au mois de septembre, il y a eu la démission de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Julia Kamoigna, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Ben Israël et merci. Après la levée de ses immunités au Sénat, Joseph Kabila a été traduit devant la justice. Julia Kamoigna. Effectivement, parmi les moments judiciaires et politiques les plus marquants de l'année, le procès de l'ancien président Joseph Kabila devant la haute cour militaire avait captivé l'attention nationale et internationale. Accusé et condamné pour espionnage, ces jugements historiques illustrent les efforts de la RDC pour affirmer la responsabilité et l'état des droits au plus haut niveau. Edouard Chama revient sur cet temps fort. Juillet dernier, l'actualité nationale a été dominée par une annonce retentissante. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, était poursuivi devant la haute cour militaire. Depuis le 25 juillet, celui qui bénéficie du statut de sénateur à vie était accusé des faits lourds, notamment la haute trahison, crimes de guerre, terrorisme et espionnage. Un fait inédit dans l'histoire du pays. Jamais auparavant, un ancien chef de l'État congolais n'avait été traduit en justice. Jugé par contumace, Joseph Kabila a été reconnu coupable et le 30 septembre, la haute cour militaire le condamne à la peine de mort pour espionnage assorti d'une amende de 33 milliards de dollars américains, dont 29 milliards destinés à la partie civile. Dans les prétoires, le ministère public, qui avait requis une peine de servitude pénale à perpétuité, estime la décision à la hauteur de la gravité de fait. Mais sur la scène politique, les réactions ne se font pas attendre. Plusieurs acteurs de l'opposition dénoncent une procédure qu'ils jugent dangereuse, susceptible d'alimenter un climat de méfiance alors que le pays fait face à des profondes crises, aussi bien internes qu'externes. Un procès très suivi par la population. Qualifié d'historique, l'affrontement judiciaire entre Joseph Kabila et le ministère public aura marqué l'opinion. Entre espoir de justice, interrogation et tension, ces dossiers aura durablement marqué l'année politique et judiciaire, tant sur les plans national qu'international, jusque dans le rang de la société civile. C'était l'un des temps forts de l'actualité judiciaire de l'année 2025. Quittons l'affaire Kabila vers celle de Constant Mutamba, cet ancien garde des Sceaux qui avait été aussi traduit devant la justice congolaise.
Exactement, la condamnation des maîtres Constant Mutamba Tungunga, ancien ministre de la Justice et député national, avait également captivé l'attention nationale. Cette affaire liée au détournement de fonds publics illustre les enjeux des responsabilités et de transparence au sein des institutions congolaises. Edouard Chama y revient. Cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité. C'était également l'un des grands rendez-vous judiciaires de l'année. Le procès opposant le ministère public à l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, maître Constant Mutamba Tungunga, avait profondément marqué les esprits des nombreuses Congolaises et des nombreux Congolais. Au cœur du dossier, une affaire présumée des détournements des 19 millions de dollars américains de fonds publics destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani dans la province de la Chopo. Ouvert le 9 juillet à Kinshasa devant la Cour des cassations, à la suite d'un réquisitoire du procureur près la dite cour, le procès faisait suite à la levée des immunités de l'ancien ministre par l'Assemblée nationale. L'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga, Constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les audiences ont été marquées par la comparution de plusieurs témoins à décharge. Parmi eux, l'ancienne ministre de la Justice, Rose Mutombo, l'actuel chef des services de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitassi-Moi, ainsi qu'Alexis Guissaro, ancien ministre des Infrastructures et Travaux publics, avaient livré des témoignages visant à disculper les provenus. La première ministre Judith Suminwa et les ministres des Sports Didier Boudimbo, cités comme témoins, ne s'étaient pas présentés à la barre pour des raisons d'État. Après plusieurs audiences, à l'issue des plaidoiries, le ministère public avait requis une peine de 10 ans de travaux forcés pour tentative de détournement des deniers publics, évoquant des irrégularités dans la passation des marchés de gré à gré en violation des procédures légales. Mais les verdicts tombent le 2 septembre. Maître Constant Mutamba est condamné à 3 ans de travaux forcés, assorti de 5 ans d'interdiction de droit de vote et d'éligibilité. Pour rappel, Maître Constant Mutamba, nommé ministre de la Justice en 2024, avait été candidat à l'élection présidentielle de 2023 et s'était imposé dans l'opinion comme une figure engagée dans la lutte contre la corruption et la criminalité juvénile. Une condamnation qui, à l'époque, avait suscité des vives réactions et des profondes interrogations au sein de l'opinion publique. Un procès emblématique resté comme l'un des temps forts de l'année 2025. Nous devons le retenir que parmi les événements marquants de l'année, l'interpellation de plusieurs généraux et officiers en juillet dernier a constitué un moment fort dans la vie militaire et politique de la RDC. Ces mesures ont été présentées comme nécessaires pour réaffirmer la discipline et le respect de la loi au sein des forces armées de la RDC. Edouard Chama y revient encore. Juillet toujours. Une vague d'interpellations vient secouer les forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs généraux et officiers supérieurs sont arrêtés, placés en détention préventive ou assignés à résidence. En cause, des faits qualifiés de hautement répréhensibles directement liés à la sécurité nationale. Samedi 12 juillet 2025, lors d'une conférence de presse tenue au quartier général des FARDC, le général Ekenge apporte les premières clarifications officielles. Il avait précisé que la détention de plusieurs officiers généraux et supérieurs était prolongée dans le strict respect du cadre légal à la demande du procureur militaire afin de permettre la poursuite des enquêtes. Mais sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train. Disparition, exécution extrajudiciaire, mauvais traitement, les spéculations alimentent l'inquiétude de l'opinion. Face à cette situation, la Commission nationale des droits de l'homme monte au créneau pour rétablir les faits. 48 heures après les arrestations, son président Paul Sapou avait affirmé avoir personnellement rendu visite aux officiers concernés, accompagnés d'organisations internationales de défense des droits humains. Selon les autorités, ces arrestations faisaient suite à plusieurs dénonciations internes évoquant des actes de trahison, d'infiltration au sein de l'armée, mais aussi des cas présumés de détournement. Un épisode fort de l'année, révélateur des faits sécuritaires et des efforts engagés pour assainir les rangs de l'armée congolaise. C'était l'un des temps forts ayant marqué l'actualité sécuritaire de l'année.
Et la situation sécuritaire avait obligé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à faire appel à d'autres acteurs politiques pour former le gouvernement de, c'est ainsi qu'on a eu le gouvernement Souminodé Julia Kamonia. Bien évidemment, la cohésion nationale s'était imposée au mois d'août pour faire face à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ainsi, là en date du 8 août dernier, l'équipe gouvernementale Souminodé a été dévoilée, composée de 53 membres. Cependant, les nouveaux visages ont été remarqués, ce qui avait donc confirmé la thèse du président de la République. Et qu'en est-il de l'ossature de cette nouvelle équipe gouvernementale? Les détails dans ce commentaire de Gomdi Makola. Alors que la situation sécuritaire dans l'est du pays devenait de plus en plus préoccupante, la cohésion nationale s'était imposée pour faire face. Félix Tshisekedi promettait dans ses sorties une nouvelle équipe gouvernementale réduite, beaucoup plus ouverte à d'autres formations politiques. Ainsi, en date du 8 août dernier, l'équipe Souminodé, composée de 53 membres, a été dévoilée. Cependant, les nouveaux visages ont été remarqués et ce qui avait confirmé la thèse du président de la République. Parmi les 53 membres, l'ouverture à certaines plateformes de l'opposition a été remarquable. Certains départs ont été visiblement constatés à des retours inattendus ainsi que l'entrée de nouveaux visages. Parmi les faits saillants, figurait le retour de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito après 13 ans d'absence. Dans la nouvelle équipe, Muzito avait repris la tête du ministère du Budget, un portefeuille qu'il avait déjà dirigé entre 2007 et 2009. Guillaume Ngefa, ancien fonctionnaire de l'État, avait succédé à Maître Constant Mutamba au poste du ministre d'État en charge de la justice. L'activiste Floribert Anzoulouni fait son entrée au gouvernement en qualité du ministre de l'intégration régionale. Par ailleurs, plusieurs figures politiques avaient conservé leur portefeuille, notamment Guy Kabombo, Jacques Mbadou, Jacquemain Chabani, Raïssa Malou, Jean-Pierre Bemba et Jean-Pierre Liaou. Des changements ont été constatés, ainsi que Moïndo Nzangi avait quitté le ministère du Développement rural pour prendre la tête de celui de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, tandis que Eve Bazaïba passe de l'environnement au ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire. L'animateur devenu député national, Eliezer Ntambwe, avait été nommé ministre délégué chargé des anciens combattants. De son côté, Grace Coutinho, nouvelle figure féminine, avait hérité le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Enfin, il convient de noter l'absence remarquée de l'ECD, le parti du Martin Fayoulou, dans ce nouveau gouvernement. Nous devons le retenir que la Sanko et l'ECC de plateformes de confessions religieuses ont été préoccupés par la situation sécuritaire dans l'est du pays. C'est ainsi que les dieux Sanko et l'ECC avaient donc présenté une feuille de route adressée au chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin de trouver des solutions pour restaurer une paix durable et mettre fin aux conflits armés. Mathieu Ngoui nous fait le point. Les consultations auprès des acteurs clés ont été longues. Malgré la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître, dit-on. La Sanko et l'ECC, deux plateformes de confessions religieuses, ont été préoccupées par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Après avoir recueilli plusieurs réclamations en date du 29 août dernier, les deux plateformes mises en évidence avaient présenté une feuille de route adressée au chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'objectif de restaurer une paix durable, mettre fin aux conflits armés et renforcer la cohésion nationale ainsi que l'état de droit. Cette initiative, fruit des consultations nationales, régionales et internationales, visait à baliser un processus inclusif pour un vivre ensemble harmonieux au sein de la nation. Dans une déclaration à la presse, le révérend Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, avait appelé à l'organisation rapide d'un dialogue national afin de poser des bases d'une sortie de crise pacifique et durable. Ce dialogue des experts a donc pour vocation de poser les bases rationnelles, objectives et techniques du futur pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. De son côté, la Commission d'intégrité et de médiation électorale, CIME, en sigle, représentée par l'évêque Ejibaya Mapea, avait exhorté le président de la République à poser sans délai les actes concrets dans le cadre de ces processus salutaires. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation,
et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national. Ainsi, les confessions religieuses avaient rappelé que la paix, la justice et l'unité nationale demeuraient les piliers essentiels pour consolider la démocratie ainsi que le développement de la RDC. Et au mois de septembre, les esprits des Congolais étaient marqués par la démission du président de la Chambre basse du Parlement, honorable Vital Kamerhe. Exactement, nous devons le retenir qu'à la Chambre basse du Parlement, l'actualité a été également dominée par la démission de Vital Kamerhe à la tête de cette institution. Il lui a fallu qu'une année pour qu'une pétition soit initiée à son encontre. Les détails avec Gomli Makola. Il lui a fallu moins d'une année à la tête de la Chambre basse du Parlement congolais avant qu'une pétition soit initiée à son encontre. La session de septembre a été l'une des pires pour Vital Kamerhe. Les députés nationaux ne juraient que sur son départ, voire des quelques autres membres du bureau. Les griefs formulés par les pétitionnaires, majoritairement issus de la coalition au pouvoir, étaient multiples. Blocage du contrôle parlementaire, des accusations de refus de mettre en œuvre l'action de contrôle du gouvernement, manque de transparence, de doutes sur la gestion financière et administrative de l'institution. Sous la menace imminente d'une motion de destitution largement signée, Vital Kamerhe avait choisi de prendre les devants. Ainsi, le 22 septembre dernier, les surnommés pacificateurs avaient déposé sa démission devant la conférence des présidents. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Ces gestes a été traduit comme une manœuvre pour éviter une humiliation politique. Kamerhe présentera sa démission comme un acte de responsabilité. Il avait déclaré vouloir garantir l'apaisement et servir l'intérêt du pays. Réagissant à cette démission depuis New York, à l'occasion de sa participation à la conférence sur les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne voyait pas pourquoi Kamerhe lui tournerait le dos et qu'il en était pour rien. Sinon, le chef de l'État continuait de garder une bonne image de Vital Kamerhe, qui était considéré pour lui comme un frère et un allié politique. Ces gestes de Vital Kamerhe a été salué cependant par ses partisans. En se retirant, Kamerhe aurait choisi la grande porte, évitant de plonger l'Assemblée nationale dans une crise encore plus profonde en pleine période des menaces sécuritaires et d'enjeux budgétaires majeurs. Son rappel de sa loyauté envers la nation et son rôle dans l'alternance pacifique de 2019 soulignait une volonté de maintenir son statut d'acteur incontournable du pays. Et c'est toujours dans ce mois de septembre que l'ex-garde des Sceaux avait été condamné par la Cour de cassation du Kamoya. Nous le retenons bien que le procès de Constant Mutamba Tulunga avait retenu l'attention publique, suivi avec une attention soutenue et après plusieurs audiences, l'ancien ministre de la Justice a été condamné par la Cour de cassation de Kinshasa. Et ce verdict qui avait captivé l'opinion publique s'était soldé par une condamnation marquant un tournant dans la gestion des affaires publiques en RDC. Gomli Makola revient sur cet événement. Ce procès a été suivi avec une attention soutenue par le public. Après plusieurs audiences, enfin l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba Tulunga, a été condamné le 2 septembre par la Cour de cassation de Kinshasa. Ce verdict de la Cour de cassation, qui avait captivé l'opinion publique, s'était soldé par une condamnation, marquant un tournant dans la gestion des affaires publiques en RDC. L'ancien garde-sceau a été poursuivi pour détournement de fonds publics portant sur un montant estimé à près de 20 millions de dollars américains. Ces fonds ont été initialement destinés au fonds d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, Kivao. La Cour condamnera Constant Mutamba à 3 ans de travaux forcés, peine généralement réduite en prison ferme en RDC. Il écopera également de 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction du droit de vote. L'ancien ministre a été sommé de restituer les sommes détournées au trésor public. Sa défense avait dénoncé un procès politique. Tout au long des audiences, Constant Mutamba n'a cessé de clamer son innocence, se présentant comme la victime d'une cabale politique orchestrée par ceux qu'il dérangeait lors de son passage. En outre, ses avocats avaient également déploré un verdict jugé sévère et basé, selon eux, sur des preuves insuffisantes.
La Cour de cassation ayant siégé en premier et degré ressort, aucun appel n'a été possible pour l'ancien ministre. Cette condamnation est écartée, au moins pour les 5 prochaines années, l'une des figures montantes et les plus ambitieuses de la jeunesse politique congolaise, rendant impossible sa candidature aux scrutins à venir. Le procès Moutamba restera dans les annales comme celui d'un ministre rattrapé par la justice qu'il était censé administrer. Et le mois d'octobre avait aussi marqué les esprits des Congolais par plusieurs événements, entre autres cet appel du président de la République, Félix Tshisekedi, à son homologue Paul Kagame du Rwanda à faire la paix des braves. Julia Kamonia. Bien évidemment, à l'occasion du Forum Global Gateway et à Bruxelles, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi avait multiplié les prises de parole diplomatiques face à la persistance des violences dans l'est de la RDC. Le président Tshisekedi avait appelé à une escalade régionale et à la relance des efforts de paix. Grady Ponty revient sur ces temps forts. À Bruxelles, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, interpelle publiquement son homologue rwandais Paul Kagame lors du forum dénommé Global Gateway. C'était un jeudi devant la presse et les partenaires internationaux. Le chef de l'État congolais l'invite à faire la paix des braves et à arrêter l'escalade de la crise sécuritaire qui endaye l'Est de la RDC. S'adressant directement au président rwandais, Félix Tshisekedi insiste sur la responsabilité partagée des deux chefs d'État dans la recherche d'une solution durable au conflit. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Dans son intervention, le président congolais revient également sur le processus de paix conduit à Luanda. Il affirme que les discussions étaient sur le point d'aboutir avant d'être brutalement interrompues. Dans un appel solennel, Félix Tshisekedi estime qu'il n'est pas trop tard pour faire le bien. Il demande publiquement à Paul Kagame d'ordonner aux éléments du M23 soutenus par le Rwanda de mettre fin à l'escalade des violences, rappelant que cette crise a déjà coûté la vie des millions de personnes. En conclusion, le chef de l'État congolais salue l'engagement du président sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi que la présence des contingents de la Tanzanie et du Malawi engagés aux côtés de la RDC. Une prise de parole marquante restée comme l'un des temps forts diplomatiques de l'année. Nous devons le retenir que le mois d'octobre a été également marqué par la recomposition politique congolaise à travers le conclave de Sauvons la RDC tenu à Nairobi qui avait réuni des figures proches de l'ancien président Joseph Kabila. Cette rencontre a donc abouti à l'annonce d'une nouvelle plateforme politique présentée par ses initiateurs comme une réponse à la crise qui traverse la RDC. Les détails dans ce commentaire de Grady Ponty. Mardi 15 octobre, à Nairobi, capitale du Kenya, le participant au conclave politique initié par le sénateur à vie Joseph Kabila annonce la création d'une nouvelle plateforme politique baptisée Sauvons la RDC. À l'issue de travaux, Joseph Kabila Kabange est désigné à l'unanimité président de ce nouveau regroupement. Dans leur déclaration finale, le membre fondateur affirme vouloir restaurer la souveraineté nationale, l'unité et la stabilité du pays. Ils évoquent une crise multidimensionnelle qu'ils attribuent à la mauvaise gouvernance actuelle. La plateforme dénonce également la condamnation à mort de Joseph Kabila prononcée par la Haute Cour militaire de Kinshasa, qualifiant le procès de politique inique et contraire à l'état de droit et exige la suspension immédiate de cette décision. Autre annonce majeure, Sauvons la RDC décide d'endosser le 12 points de sortie de crise présenté par l'ancien chef de l'État dans son dernier discours à la nation. Ces propositions sont présentées par les initiateurs comme la base d'un retour à la stabilité, à la réconciliation nationale et à la cohésion du pays. En conclusion, les organisateurs lancent un appel à la communauté internationale pour soutenir l'organisation d'un dialogue inclusif entre les forces vives congolaises, estimant qu'il s'agit selon eux d'un passage obligé pour éviter l'effondrement complet de la République démocratique du Congo. Une initiative politique majeure restée comme l'un des faits saillants de l'année 2025. Voilà donc les actualités qui ont marqué les mois de juillet, août, septembre et octobre de l'année 2025.
Merci à toi, Didier Kamania. Merci. Au revoir. Et nous continuons également avec ce mois de novembre. Parmi les temps forts diplomatiques de l'année, Kinshasa avait accueilli en novembre de visites de haut niveau, celle du président israélien et aussi celle de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Al Thani. Ces déplacements ont illustré la volonté de la RDC de diversifier des partenaires internationaux et de renforcer son positionnement sur la scène politique mondiale. Grady Ponchi y revient encore une fois de plus. Le mardi 11 novembre, la capitale congolaise a accueilli le président israélien Isaac Herzog en visite officielle après un séjour de 24 heures en Zambie. Selon la porte-parole du chef de l'État congolais, Tina Salama, cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Israël. Du côté israélien, la présidence a précisé que ces déplacements relevaient d'une stratégie plus large visant à accroître la présence diplomatique de Jérusalem en Afrique avec un accent particulier sur les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Quelques jours plus tard, le vendredi 21 novembre, Kinshasa a été le théâtre d'un autre événement diplomatique majeur avec l'arrivée de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il s'agissait de sa première visite officielle en RDC depuis son accession au pouvoir en 2013. Accueilli au pied de l'avion par le président Félix Tshisekedi, entouré de plusieurs membres du gouvernement, l'émir a inscrit son déplacement dans un contexte régional sensible, marqué par les efforts de médiation du Qatar en faveur de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Cette visite, bien que brève, d'une demi-journée seulement, a été jugée particulièrement fructueuse. Elle s'est conclue par la signature des 3 protocoles d'entente portant sur les secteurs du transport, de la jeunesse et de la diplomatie. Parmi les avancées notables figure la relance des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays. Selon la présidence congolaise, ces accords traduisent une volonté commune de consolider le partenariat stratégique entre Kinshasa et Doha, tout en ouvrant la voie à une intensification des investissements qataris en RDC. À travers ces 2 visites de haut niveau, Kinshasa s'affirme plus que jamais comme une plateforme diplomatique incontournable en Afrique centrale, au cœur des dynamiques géopolitiques et économiques contemporaines. Et le mois de décembre, l'attention a été fixée sur la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington. C'était en date du 4 décembre 2025 sous l'égide du président américain Donald Trump. Nadine Mayombe revient sur les temps forts de cet événement. L'accord de paix de Washington a été un long processus qui avait débuté avec la signature préliminaire fin juin entre le ministre des Affaires étrangères rwandais et congolais sous la médiation américaine. Le 4 décembre dernier rappelle le grand événement historique et diplomatique qui a eu lieu à Washington où le président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame avaient signé sous l'égide du président américain Donald Trump un accord de paix historique sans aucun regard ni poignée de main. Cette cérémonie a été tenue en présence de plusieurs autres chefs d'État du continent, dont le Burundi, Kenya, Angola et Togo. Reçus chacun individuellement à la Maison-Blanche par Donald Trump, l'étape suivante était à l'Institut américain pour la paix où les déroulements des signatures ont été effectifs. Autour de cette table, il n'y avait pas eu d'accolade, pas de poignées de main entre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Mais les 2 hommes avaient signé 3 types d'accords à Washington qui formaient l'architecture complète du processus. Ces accords incluent un cessez-le-feu permanent, les désarmements de forces non étatiques et des dispositions pour permettre aux réfugiés de rentrer chez eux. C'est la brique politique et militaire, celle qui doit mettre fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Les présidents congolais avaient émis le vœu de voir le Rwanda respecter pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris à Washington. Bien qu'il voulait la paix et surtout la sécurité pour son pays, Paul Kagame avait à son tour responsabilisé les 2 parties, c'est-à-dire Kinshasa et Kigali, au cas où ces accords échouaient, tout en excluant la particularité de Donald Trump. Les 2 dirigeants africains vont à l'avenir passer beaucoup de temps à se donner des accolades et se tenir la main, avait prédit Donald Trump. Sinon,
il faut noter que la situation entre les deux chefs d'État n'avait pas empêché les présidents américains de poursuivre, en affirmant que tout le monde allait gagner beaucoup d'argent grâce à ces accords de Washington qui comportent une dimension économique. Et pour terminer avec cette rétrospective de l'année, 3 jours après cette signature, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était exprimé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès devant les élus. Le chef de l'État avait expliqué les contenus de ces accords signés à Washington. Encore une fois de plus, Nadine Mayombe-Milo. Comme le veut la Constitution de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait pour une 7e fois depuis son accession au pouvoir livré son traditionnel discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 8 décembre dernier. Durant 2h20, le président de la République avait gravité sur tous les secteurs de la vie, de la politique en passant par la diplomatie, les sociales, la sécurité et autres. Quelques jours après la signature de l'accord de paix à Washington, le chef de l'État avait devant le parlementaire accusé le Rwanda de violer ses engagements. Félix Antoine Tshisekedi avait souligné que cet accord de paix signé avec le Rwanda ne validait pas des prétentions territoriales, ne menait pas au bradage des ressources congolaises, ni octroyé d'amnistie pour de crimes, insistant sur le fait que la justice continuera à être appliquée. Cette précision de Félix Antoine Tshisekedi a apporté des éclaircissements quant aux craintes et au scepticisme d'une partie de la population congolaise concernant les implications de cet accord. Félix Antoine Tshisekedi avait exprimé sa compassion et son engagement à rester aux côtés des populations affectées, soulignant que leur souffrance n'était ni étrangère ni indifférente à l'État. Les présidents de la République avaient à l'occasion évoqué sans détour les embouteillages devenus monstres à Kinshasa qui épuisent les familles, freinent la productivité et affectent l'image même de notre capitale. Les chefs de l'État avaient estimé que ces faits résultent d'un défi national de gouvernance. La capitale ne pouvait continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique. Abordant l'aspect social et économique, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait dressé les bilans des actions menées, notamment sur le plan social, avec la stabilité macroéconomique qui devrait avoir des effets sur le panier de la ménagère. Il avait également évoqué les plans éducatifs avec un supplément des 100 000 francs congolais ajoutés au salaire de chaque enseignant, ainsi qu'un plan de départ sur 10 ans lancé pour les 314 000 agents éligibles à la retraite. Voilà l'essentiel de l'actualité qui nous avait caractérisé en 2025. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons maintenant en 2026 avec d'autres nouvelles pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien et bonne année à tous.